Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la Cinémathèque française et merci d'être présents donc, pour cette séance d'Irma Vep. Et nous allons poursuivre cette rétrospective Olivier Assayas qui a commencé donc lundi avec l'avant-première de son nouveau film Hors du temps, qui est encore en salle, donc, du coup, qui est sorti mercredi. Je vous invite à les découvrir et qui se conclura donc le jeudi 4 juillet avec la projection de Double Vie. Et donc, comme vous pouvez le noter aussi également, et vous retrouvez toutes ces informations dans le programme, que demain à 14h30, vous pourrez voir ou revoir dans cette même salle, après-mai, donc une projection suivie d'un dialogue avec Olivier Assayas et Frédéric Benoît, donc à 14h30, et dimanche, même horaire, mais cette fois en salle Georges Franju, nous aurons l'occasion d'avoir une discussion, un dialogue autour de 4 extraits choisis par Olivier, donc Assayas par Assayas, animé par Bernard Benoliel et Jean-Michel Frodon. Et donc pour introduire et présenter cette séance d'Irma Vep, j'appelle à me rejoindre dans un premier temps Olivier Assayas, qui est ici présent avec nous, ou à plaisir. Et j'invite également à nous rejoindre donc Nathalie Richard, qui est le personnage de Zoé dans le film. Et donc ce long métrage, donc Irma Vep, vous me dites Olivier si je dis des bêtises, en tout cas je parle sur votre contrôle, donc c'est votre 6e long métrage. Donc vous avez fait juste après L'eau froide et donc juste avant la sortie en tout cas de fin août, début septembre. Vous étiez en pleine préparation des destinées sentimentales à l'époque. Donc le film a été écrit en août 95. Il y a eu un tournage assez rapide en janvier-février 96, présenté à Cannes en séance de minuit à un certain regard, donc la même année, en mai, avec un accueil plutôt chaleureux, en particulier les critiques internationales. Et le film sort en novembre 96 dans les salles françaises. Et donc pour en parler un petit peu avec Olivier, moi je voulais savoir un petit peu déjà voilà, comment ce tournage s'est déroulé. C'est un tournage qui s'est fait, comme je le disais, assez rapidement. Le film a été écrit en 9 jours. Et vous parliez dans les entretiens que vous avez fait avec Jean-Michel Frodon dans un livre qui était paru donc aux éditions Stock, donc Assayas par Assayas. Vous parliez d'un mouvement de réconciliation avec vous-même, avec cette histoire. Pour me constituer en tant que cinéaste, vous disiez, j'ai eu besoin de me réinventer, de rompre avec l'adolescent brouillon, artiste, pas très focalisé que j'avais été et que j'avais voulu effacer. Donc peut-être on peut commencer par là, c'est-à-dire finalement la genèse du film et son tournage. Ouais, on va parler de tout ça. Moi, avant toute chose, je voulais dire à quel point j'étais content, heureux de présenter ce film en compagnie de Nathalie Richard, parce que, d'une certaine façon, j'ai eu l'impression de plus souvent le montrer en compagnie de Maggie Chung, qui a un peu tiré la couverture à elle, alors que je suis convaincu que, disons, que l'énergie du film et la vitalité du film et sa drôlerie, etc., tiennent, je n'ai pas envie de dire quasi exclusivement, mais enfin presque, à Nathalie, qui s'est, j'ai l'impression, autant amusé que moi à faire ce film dans les conditions un peu rock'n'roll dans lesquelles il s'est de fait fait. Je dis ça dans le sens où Maggie elle-même le disait, c'est-à-dire que quand je parlais de Irma Vep avec Maggie, elle me disait oui, mais enfin bon, moi j'aimerais bien avoir une fois un vrai rôle, parce que Nathalie elle avait un vrai rôle dans Irma Vep et moi je faisais juste l'actrice chinoise qui comprenait pas bien ce qui se passait autour d'elle, etc. Et je trouve que Maggie a énormément regardé et appris de
de Nathalie, et en particulier du point de vue de la liberté. Et moi aussi, c'est-à-dire que quand j'ai fait Irma Vep, j'ai l'impression que c'est la première fois où je laissais autant d'espace aux acteurs, aux interprètes, et en particulier du point de vue de l'improvisation. Et il y a vraiment des choses improvisées, chopées comme ça au vol par Nathalie, qui pour moi font vraiment beaucoup du prix du film et de ce dont je me souviens. Et donc Nathalie ne l'a pas revu depuis longtemps, elle va le revoir, j'espère qu'elle ne sera pas déçue. Mais enfin, en tout cas, c'est un film que j'aimais beaucoup. Et donc, enfin voilà, je veux dire qu'il y avait quelque chose symboliquement qui était précieux pour moi d'être ce soir avec Nathalie dans cette salle. Alors, pour ce qui est de la genèse relativement accélérée et animée, c'est le mot qu'on puisse dire de Irma Vep, Simon, vous l'avez à peu près résumé, c'est-à-dire que on est en 95, on est l'été 95, je dois faire un film complexe, cher, lourd, reconstitution historique, les destinées sentimentales, adapté d'un roman de Jacques Chardon. Le film est compliqué à financer, compliqué à préparer, de documentation, enfin, j'ai été submergé par ça, jusqu'au moment où l'un des interprètes qui devait jouer dans le film fait défection et tout le château de cartes s'écroule. Et donc, c'est un film qu'on devait tourner en été, parce qu'il y avait besoin de soleil, de la nature, etc. Donc, le film est littéralement reporté, les destinées sentimentales est littéralement reporté à l'année suivante, et éventuellement au printemps de l'année suivante. À cette époque-là, j'ignore qu'en réalité, il est reporté de 3 ans, et qu'il refera surface bien plus tard, et c'est un film que de fait j'ai fait, mais dans un contexte complètement différent, à un moment différent de ma carrière. Donc, je me suis retrouvé au fond à me dire, bon, je vais commencer à préparer, recommencer la préparation plutôt vers la fin de l'année, je tournerai éventuellement au printemps, voire en été. Qu'est-ce que je fais d'ici là? Est-ce que je me mets au chômage? Je me mets en position off? Je fais rien? Ou est-ce que je fais quelque chose, une espèce de temps libre qui m'est donné, et j'écris à toute vitesse une sorte un film qui est plutôt inspiré par mon amour pour pour la littérature populaire, pour les serials, les romans feuilletons du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, cette poésie que Louis Feuillade a saisie dans ses séries, que ce soit Les Vampires, que ce soit Judex, etc. Et j'avais l'impression qu'il y avait moyen de marier ça avec une sorte de modernité un peu punk rock, et qu'il y avait peut-être là l'embryon d'un film que je voyais comme un projet semi-expérimental. Hein. C'est-à-dire, je pensais pas que ça allait casser la baraque du tout. Hein. Mais je pensais que ça valait la peine d'essayer. Et bon, je sais pas, je me suis mis à écrire, et comme vous le dites, en moins de 2 semaines, j'avais un scénario. J'avais un scénario d'un film qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que je n'avais pas du tout initialement eu à l'esprit que ça allait prendre la tournure d'une comédie. Et en fait, en écrivant, c'est plutôt l'écriture humoristique, enfin l'humour qui m'a porté, et donc personne évidemment n'en a voulu.
En termes de financement, c'était une proposition quand même extrêmement baroque, et on a fini par faire ce film uniquement grâce au soutien de Canal+. Canal+ a mis une somme relativement basse, mais enfin avec laquelle on a tourné le film, qui s'est tourné en 4 semaines, et je devrais même dire 3, puisqu'en réalité, l'équipe n'a été payée que 3 semaines. La 4e semaine était ce qu'on appelle en participation, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé, mais on est rémunéré dans le futur sur les recettes du film au cas où il y en aurait. En général, il n'y en a jamais. Et c'est vraiment, c'est un film qui s'est fait dans des conditions extrêmement limites en termes de son économie, de sa logique, etc. Mais extrêmement joyeuse, heureuse, qui avait, encore une fois, qui avait à voir d'abord avec il faut comme le dire, la présence de Maggie Cheung, qui à cette époque-là n'avait pas encore fait In the Mood for Love, n'était pas encore la superstar mondiale qu'elle allait devenir par la suite, mais enfin néanmoins elle avait déjà fait une série de films importants avec, elle était une des les plus grandes vedettes du cinéma hongkongais, et elle avait fait par ailleurs avec et pour Wong Kar-wai une série de films qui avait été quand même film assez remarquable. Et d'ailleurs, il faut pas oublier dans la genèse de Irma Vep que je faisais quelque chose que Wong Kar-wai avait fait, c'est-à-dire que quand il tournait un film d'époque qui s'appelait Ashes of Time, Les cendres du temps, qu'il a dû interrompre à cause de la disponibilité des acteurs, et il a tourné pendant l'intervalle Chungking Express, qui est le film qu'il a fait connaître dans le monde, internationalement, et qui a été sans doute un déclic, un moment très important pour lui. De la même manière, pour moi, Irma Vep a eu une genèse semblable, et comme vous le notiez, Simon, c'est un film qui a eu une reconnaissance internationale au-delà de mes films précédents, j'ai envie même de dire très au-delà, parce que pour la première fois, je mélangeais de l'anglais et du français, ce qui évidemment ouvrait une porte aussi pour un public international. C'est un peu injuste de dire que c'est le film qui m'a fait connaître en dehors des frontières de la France, parce que la réalité, c'est que c'est L'eau froide, qui est un film que j'avais fait également pour un tout petit budget auparavant, mais à l'époque, L'eau froide, qui a dû être montré dans tous les festivals du monde, n'a pas pu avoir de sortie pour des raisons de production, pour des raisons légale et de production. Donc en réalité, c'est un film qui a une vie de festival, tandis que Irma Vep est un film qui, pour la première fois, parmi mes films, a été montré littéralement dans le monde entier. Donc voilà, le film, encore une fois, ce film s'est fait à toute vitesse, de façon très ludique. Il y avait une sorte d'énergie très joyeuse. Maggie était heureuse d'être libre, de faire un film pour la première fois en anglais, puisque elle, qui est avant tout anglophone, enfin elle a grandi en Angleterre, ça je veux dire, et qu'elle ne parlait pas, son cantonais était encore, elle avait un accent, si vous voulez, en cantonais, quand elle a commencé à faire du cinéma à Hong Kong. Et pour la première fois, il m'avait donné la possibilité de faire un film en anglais, qui est sa véritable langue maternelle. Donc il y avait aussi cette dimension-là qui a compté. Et puis voilà, tout ça s'est fait encore une fois dans une économie, dans une infra-économie, mais par chance, effectivement, il a été montré
séance de minuit à Cannes, un certain regard. Je n'en demandais pas tant, c'était pas exactement un fauteuil, mais enfin néanmoins, pour ce film et par rapport aux conditions dans lesquelles il s'est fait, c'était quand même une grande satisfaction. Et la vie du film a commencé là, cette séance de minuit à Cannes 96, et c'est devenu, on en parlera peut-être, d'une certaine façon, le point de départ de la série Irma Vep que j'ai fait bien plus tard, en 2021, 22, je ne sais plus, 21, 102, 21 sans doute, et qui s'est fait alors là dans un contexte et avec des moyens qui n'ont strictement rien à voir. Et Nathalie, je voulais aussi te demander, tu as fait 4 films avec Olivier. Donc le premier, L'Enfant de l'hiver, au milieu des années 80. Ensuite, ce film-là, qu'on va découvrir, on va revoir ce soir, donc Irma Vep. Puis fin août, début septembre. Et donc la série dont on parlait Olivier à l'instant, donc adaptation du film Irma Vep en mini-série. Moi, je voulais savoir, en fait, tout simplement... Je faisais des petites choses, en fait, dans l'offre, Ah oui. Dans L'Enfant de l'hiver, c'était quand même petit. Donc c'est vrai que le plus, c'est Irma Vep, en fait. Et quel souvenir tu gardes un petit peu de ce tournage comment tu as préparé un peu ton rôle, dans le sens où est-ce que tu t'es inspiré aussi finalement pour jouer cette costumière il faut dire un peu de ce que raconte Olivier. Je pense que tout le monde était effectivement dans une sorte d'allégresse. C'est vrai qu'aussi du point de vue, quand Olivier dit qu'il y avait de l'espace, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un espace au sens propre du terme, où on n'était pas forcément assujetti à des places absolument précises, en tous les cas pour certaines scènes, comme le repas, qui est vraiment l'exemple un peu de ce que tu disais sur l'improvisation, ou tenter de saisir des choses en dehors de ce qui était écrit, parce que sinon c'était quand même un scénario écrit. Ensuite, pour le personnage, Olivier s'était inspiré d'une costumière, voilà, qui s'appelle... j'ai oublié son prénom, Françoise Clavel, donc qui est une grande costumière qui avait fait déjà des films avec Olivier. Donc en fait, ça partait quand même de quelqu'un de réel, que je connaissais aussi auparavant pour d'autres... Et qui a fait les costumes de ce film. De ce film-là. Et voilà, donc c'était un peu parce que elle est aussi assez fantasque, il y a une certaine dynamique, donc disons que j'ai pu m'inspirer un peu de Françoise comme ça. Mais sinon après, c'était vraiment avec les acteurs. Bon, je retrouvais Bulogier, il faut dire aussi qu'il y avait quand même Jean-Pierre Léaud, Bulogier. Il y avait aussi d'autres gens qui étaient un peu autour du cinéma. Enfin, il y avait Maurice Najman, qui était le frère donc, de Charlie, qui lui est cinéaste. Il y avait plein de gens, des jeunes gens aussi qui venaient de la mode, parce que je pense à... Là, j'ai des blancs de souvenirs de tous les prénoms, c'est grave. Mais donc, c'était plutôt après, vraiment sur le plateau, et avec Olivier, l'ensemble de ce dont Olivier parlait, un peu de cette énergie. C'était plutôt fait sur le moment, en dehors de où j'avais quand même l'idée de cette costumière. Voilà. Et après, c'était avec Maggie, c'était la rencontre, et comme c'était la première fois qu'elle venait en France, d'ailleurs, me semble-t-il. Ou pas? Oui, je pense. Oui, donc c'était vraiment être avec cette réalité, en fait. Et de l'introduire aussi dans le monde du cinéma parisien. Il faut dire aussi qu'elle, effectivement, comme disait Olivier, à Hong Kong, c'était vraiment une grande star. D'ailleurs, à cette époque-là, elle avait plutôt, et c'était une chance pour elle et un désir, de s'échapper aussi de cette pression, en tous les cas. Donc, en fait, pour chacun, en tous les cas pour les deux, il y avait quelque chose un nouveau territoire, et un nouveau territoire à inventer, en fait. Et voilà, donc je peux dire que non, c'était... L'énergie de ce personnage, de cette costumière donc, qui repasse pour Maggie, qui est pour le coup qui fonce un peu au boulot sur sa mobilette, qui est vraiment... qui va en avant un peu de... c'est pas tant elle, c'est-à-dire que toujours et visiblement aussi c'était pas l'économie du film dans laquelle on était, mais de faire un film à petit budget comme ça, il y a toujours énormément d'événements, énormément de contraintes, donc on est toujours un peu
comme on dit, à charrette. Donc c'était plus ça en fait. Et allez, reposez-moi la question parce que je pense à un autre truc. Non, mais moi je disais que ça allait plutôt bien avec l'énergie du tournage en fait, avec le. Oui, c'est ça, mais c'était comme dit Olivier, bien... c'était vraiment un ensemble et le plaisir vraiment de se rencontrer. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait un élément un peu documentaire autour de Maggie. Quoi. Voilà, c'est ça. Que Maggie jouait son propre rôle. Et donc lui faire connaître ce qu'était le cinéma français dans les conditions les plus rock'n'roll possibles. Voilà. Et c'est vrai que moi, ce qui en fait le point de départ du film, pour moi, ça a été à un moment donné de me dire qu'est-ce qui se passerait si je mettais face à face deux cinémas aussi loin a priori l'un de l'autre que celui de Maggie Cheung et celui de Jean-Pierre Léaud. Et que d'une certaine façon, la rencontre entre Jean-Pierre, qui est vraiment l'incarnation de l'esprit du cinéma indépendant français, de le confronter avec quelqu'un qui à l'époque était essentiellement connu pour avoir joué la petite amie de Jackie Chan dans une série de blockbusters, du cinéma, de très grand succès du cinéma hongkongais de l'époque. Et il y avait cette espèce de pari de se dire que d'abord ça pourrait produire une forme de drôlerie, parce qu'elle regarde tout ça avec une sorte de bienveillance mêlée d'incompréhension. Donc là où elle est une sorte de pilier, enfin, je sais pas comment dire, de la dimension un peu documentaire du film, les autres s'organisent autour d'elle, s'organisent autour de cette réalité, de cet élément véridique, je veux dire, qui est la situation de Maggie à ce moment-là de sa carrière, de son travail, qui est exactement semblable à celle de son personnage, qui porte le même nom qu'elle. Et aussi, ce dont je me souviens, mais c'est parce qu'Olivier était un grand journaliste des films en Asie, en particulier hongkongais et taïwanais, donc c'était aussi une façon pour toi, non, de... Ah bah pour moi, c'était... il y avait tout ça, et ton goût, je me souviens aussi de ton goût pour les films muets, peut-être de retrouver quelque chose de l'innocence, en fait, du cinéma muet, ou de l'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à ces images tout à fait nouvelles. Voilà, ça, qui correspond un peu à la fin du film, en fait. Mais c'est vrai que oui, il y avait l'idée d'une certaine façon de relier ce... Moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de différence entre le cinéma narratif et le cinéma expérimental, et que d'une certaine façon, ça a été l'occasion presque de le vérifier. Quoi. C'est un film, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne le décris pas, mais néanmoins, c'est un film où l'expérimentation a un sens, disons où la narration a un sens au même titre que la narration proprement dite du film. On est un élément même, j'ai envie de dire, essentiel. Et c'est vrai que, bien sûr, avec mon ami Charles Tesson, nous avions à l'époque, et là je parle d'une dizaine d'années auparavant néanmoins, on avait été porté un numéro spécial des Cahiers du cinéma qui était consacré au cinéma de Hong Kong, qui était une sorte... Et on avait passé beaucoup de temps là, ensemble avec Charles à Hong Kong pour faire une sorte de cartographie du cinéma hongkongais de l'époque, parce qu'on commençait à découvrir à cette époque-là, mais qui était une époque qui n'était pas encore tout à fait ni compris ni entièrement reconnu. Donc on a essayé de faire un travail qui donnerait au public occidental les clés du cinéma asiatique. Et donc, quand j'ai commencé à faire des films, j'ai évidemment très tôt coupé avec, disons, mon travail, avec ce que j'avais fait en tant que critique. Je l'ai même d'une certaine façon rejeté, parce que à aucun moment, même quand j'écrivais sur des films, je n'ai voulu être critique de cinéma. J'étais au Cahier du cinéma parce que c'était un peu une école de cinéma. Et puis au moment donné où j'ai eu le sentiment d'avoir la maturité suffisante pour faire des films, et ben, j'ai
j'ai laissé tout ça derrière moi, mais néanmoins, ça a fait partie de moi, cette période de réflexion, d'écriture sur le cinéma. Et vous parliez tout à l'heure de réconciliation. Oui, d'une certaine façon, dans Irma Vep, il y a une réconciliation entre le cinéaste et le jeune journaliste qui s'intéressait à la fois à Hong Kong, au cinéma muet, à des objets de cinéma grand public ou de cinéma de genre, hein, comme de cinéma. Pour moi, j'étais très marqué par des cinéastes comme David Cronenberg, comme John Carpenter, comme Wes Craven, etc. Mais ça n'apparaissait pas dans mon cinéma. Et donc, dans Irma Vep, c'est la première fois où j'ai entrouvert cette porte-là et je me suis rendu compte que j'étais bien, je me sentais plutôt mieux et plutôt plus moi-même dans ce monde où je pouvais circuler librement d'une culture à une autre, d'un registre à un autre, et même je suis arrivé à trouver un certain ton de comédie dont on ne peut pas dire qu'il était très présent dans mes films antérieurs. Le film s'inscrit aussi dans ce genre particulier des films sur le cinéma, et notamment le rapport que vous pouvez avoir avec le cinéma muet, avec ce serial de Louis Feuillade, donc Les Vampires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure sur ce genre-là particulier? D'abord, j'ai redécouvert, alors parce que je parle de l'admiration que j'ai toujours eue pour Louis Feuillade, oui, bien sûr, mais c'est à la période où qui a précédé l'écriture de Irma Vep, il se trouve qu'il y avait eu une édition, sans doute VHS à l'époque, puisqu'on parle de 94-95, de l'intégrale des vampires. Et je pense que j'avais vu des épisodes, je sais que j'avais vu des épisodes des vampires, mais pas la totalité. Et donc, grâce à l'édition DVD, j'ai vu dans avec une image déplorable, et donc une image en tout cas de mauvaise qualité, mais enfin, néanmoins, j'ai pu voir l'intégralité des vampires et ça m'a soufflé. Je me suis dit, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai trouvé que ça avait une poésie dont je me rappelais pas qu'elle était si à fleur de peau, si profonde à la fois. Et donc, je crois que c'est la redécouverte, au-delà de mon amour pour Feuillade et ma passion qui m'a toujours accompagné pour le cinéma muet. Hein. Je pense que si je dois, je dirais dans les choses que j'ai le plus admirées, il y a Bresson, j'en ai parlé ici il n'y a pas longtemps, mais enfin il y a les films muets de Fritz Lang, enfin, qui sont vraiment pour moi au cœur de mon amour, de ma passion pour le cinéma. Mais oui, la redécouverte, ou même la découverte des vampires a beaucoup compté dans a beaucoup compté dans la genèse de Irma Vep en elle-même. D'ailleurs, évidemment, je reprends de façon littérale Feuillade, ce que j'ai fait, ce que j'ai refait quand j'ai fait la série pour HBO, mais encore une fois dans un contexte bien différent. Et merci à vous deux. Juste pour savoir qui découvre un peu le film pour la première fois. C'est nombreux. Ouais. Écoutez, merci et puis bonne collection. On peut applaudir Olivier et Anthony.